promotrice de Satori Moana. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort pour accueillir ici Karine Dayama, une dame à la main bienveillante et porteuse d'espérance. D'abord, je vais vous demander d'être indulgent parce que je n'ai pas l'habitude, je suis très stressée. Je suis Karine Dayamba et je suis maman de 2 enfants extraordinaires. Il y a 11 ans, mon mari et moi, nous avons eu notre premier fils, un magnifique petit garçon, vraiment très beau. Il est toujours très beau d'ailleurs. Et quelques temps après, j'ai commencé à m'inquiéter parce que son comportement était différent de celui des autres. Il avait un comportement très étrange. Pour illustrer ça, je vous dirais que quand vous lui donniez des jouets, une balle, une voiture, au lieu de faire comme les autres enfants, de les faire rouler, d'imiter le son de la voiture, il passait son temps à les aligner en fait. Il alignait tout, il alignait les livres, les ballons, les Legos, tout ce qu'il trouvait. Et quand vous perturbiez un peu cet ordre de rangement, ça lui causait de la souffrance. Donc il revenait tout de suite pour arranger et remettre tout dans l'ordre où c'était. Il y avait aussi autre chose qui était particulièrement douloureux pour moi. Il ne rendait pas l'affection que je lui donnais. C'est-à-dire que quand je lui donnais une étreinte, je le prenais dans mes bras, il restait les bras ballants, et ça se voyait que il attendait une seule chose, c'était que je desserre l'étreinte pour qu'il puisse s'en aller. Et pour une maman, pour tout parent d'ailleurs, c'est quelque chose de très douloureux de ne pas pouvoir avoir ce lien-là avec son enfant. En plus de ça, il ne nous regardait jamais dans les yeux. Pas que nous, personne. Il ne regardait personne dans les yeux. Il pouvait courir entre 2 murs pendant des heures sans s'arrêter. Je me rappelle que ça rendait mon mari et moi complètement dingues à l'époque. Et à 4 ans, il ne parlait toujours pas. Comme il ne parlait toujours pas à 4 ans, on a décidé à ce moment-là de chercher à comprendre ce qui se passait. Parce qu'avant ça, on nous avait dit non, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous habitez seul, il n'y a pas d'autres enfants avec lui, il n'est pas stimulé, c'est pour ça. Dès qu'il sera à l'école, ça va venir, et voilà. Donc on a un peu traîné, mais à 4 ans, aucun mot, on s'est dit, il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Donc on a rencontré des professionnels, et là, le verdict est tombé. Notre fils avait un trouble du spectre de l'autisme, il était autiste. Ce n'est pas ce qui a été le plus douloureux pour moi personnellement. Ce qui a été le plus douloureux, ça a été tout ce qu'on a dit après, tout ce que les professionnels nous ont dit après. C'est-à-dire qu'il ne parlerait jamais, il ne pourrait jamais être scolarisé, il ne pourrait jamais rien apprendre, il ne pourrait pas avoir un travail demain, bref, il ne pouvait rien faire, quoi. Et un des professionnels est même allé jusqu'à me dire à l'époque qu'il fallait penser à le faire interner. Ça, je vous dis tout de suite, c'était hors de question, pour son père comme pour moi. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais on savait qu'il y avait forcément un moyen de l'aider. Il y avait forcément un moyen de l'aider. Donc on a cherché, on a rencontré des institutions, il a eu des séances d'orthophonie, et j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui ont été là à ce moment-là, parce qu'elles ont vraiment donné de leur temps et de leur sueur pour nous aider notre enfant. Malheureusement, elle n'était pas outillée pour l'aider à progresser. Du coup, j'ai passé des heures, des nuits, des semaines sur Internet, sur des forums de parents d'enfants autistes, à lire, voilà, des forums même scientifiques où je ne comprenais pas grand-chose, mais voilà, je cherchais des solutions. Et là, je tombe sur une méthode qui a l'air fabuleuse, qui s'appelle l'ABA, et qui est parfaite pour les personnes autistes. Elle les fait progresser. Donc, je continue à chercher et je vois que vraiment elle est documentée scientifiquement et elle est vraiment efficace. Et là, je me dis, on tient la solution en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Personne n'est formé à ça ici. Je vais me former parce qu'il faut que j'aide mon fils. Et mon mari m'a beaucoup soutenue. Je me suis formée, j'ai commencé à travailler avec lui et il a commencé à faire des petits progrès d'abord, de plus en plus grands ensuite. Et c'est toujours avec énormément d'émotion que je dis qu'aujourd'hui, mon fils a 11 ans, il parle, même trop parfois. Merci. Il est en classe de CM2
Et tenez-vous bien, il n'est pas le dernier de sa classe, il n'est pas le premier non plus, mais il a une moyenne tout à fait acceptable. Et donc, il va passer le CEP à la fin de l'année scolaire là. Ça, c'est un autre challenge, mais je ne doute pas qu'il va le relever avec notre soutien. Après ces formidables résultats que j'ai obtenus avec mon fils, que nous avons obtenus avec mon fils, et en me rappelant des parents qu'on avait rencontrés au cours de nos aventures, au moment où on cherchait des solutions, beaucoup de parents désespérés qui étaient dans la même situation, je me suis dit, mais c'était pour moi évident qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice en partageant mon expérience et cette méthode-là. Et c'est comme ça que j'ai créé Satori Moana, une structure à travers laquelle je forme d'autres parents pour leur donner les outils pour aider eux-mêmes leurs enfants. Je forme des éducateurs, des enseignants, parce qu'on n'enseigne pas à un enfant autiste comme on enseigne à un enfant normal, entre guillemets. Et je fais également beaucoup de sensibilisation. Pourquoi ? Parce que travailler sur les enfants pour qu'ils progressent, c'est très bien, c'est essentiel, mais il faut également travailler sur la société pour qu'elle progresse aussi. C'est à ce prix-là qu'on pourra atteindre la meilleure des inclusions. Toutes les difficultés que nous avons rencontrées dans cette aventure ont une seule cause, c'est la différence de notre fils. Et c'est de ça dont je suis venue vous parler ce soir. Les personnes avec un handicap mental, physique, les personnes trop grandes, trop petites, les personnes trop timides, trop bavardes, bref, les personnes qui sont un peu trop tout ce que vous voulez, ont une chose en commun, elles sont différentes. Mais sur quoi est-ce qu'on se base pour décréter, affirmer qu'une personne est différente ? Que moi, je suis différente, que vous êtes différent ? Sur ce dont on a l'habitude, sur ce qui nous paraît normal, sur des critères fixés consciemment comme inconsciemment ou inconsciemment par la majorité. Ce qui est normal nous rassure, ce dont nous avons l'habitude nous rassure, ce qui est différent nous fait peur. Mais est-ce que tout ce qui est normal est forcément une bonne chose ? Je pense que la réponse est évidente. La plupart des grands changements, tous les grands changements positifs de notre monde ont tous été initiés par une personne qui a pensé différemment et qui a agi différemment. Cette petite dame noire aux États-Unis, Rosa Parks, qui s'est assise un jour dans un bus réservé aux Blancs alors que c'était interdit. Galilée, qui a été brûlé vif pour avoir affirmé que la Terre était ronde. Pourtant, c'est une des premières choses qu'on apprend en géographie aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que dans 300 ans, un autre scientifique se lèvera et dira que Galilée n'avait pas toutes les données et qu'en fait, la Terre est un triangle. Mais je pense qu'on a assez évolué pour le traiter différemment, enfin mieux le traiter. Vous avez une idée qui ne ressemble à aucune autre. Vous assumez votre différence. Vous osez rêver. La plupart du temps, la société vous dira, surtout pas, fais comme tout le monde et tais-toi. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça assez triste parce que cette réaction face à la différence est essentiellement motivée par la peur. La peur de ce qui est différent. Et cette peur nous amène à nous efforcer constamment de rentrer dans le moule de la société. Et ça nous empêche de prendre toute notre dimension, ça nous empêche d'être qui nous sommes réellement, d'exprimer totalement notre créativité. Plus grave, pour moi, ça nous empêche de faire preuve d'empathie envers les personnes qui en ont le plus besoin. Accepter la différence des autres commence par accepter sa propre différence et l'assumer. C'est libérateur, et cette liberté nous permet de mieux nous aimer et automatiquement de mieux aimer l'autre. Cette aventure qui continue auprès de mes enfants m'apprend chaque jour plus d'empathie, plus d'acceptation, plus d'amour, plus de bienveillance. Et elle m'apprend que ce qui est bien peut prendre de multiples formes, pas seulement celles qu'on m'a enseignées. Vous savez, mon cœur se brise à chaque fois
que je vois mon fils être victime de discrimination, de rejet, de méchanceté parfois. Mais il se brise encore plus pour tout le rejet dont il est victime que je ne vois pas, parce qu'à ce moment-là, je ne peux rien faire. Mais c'est pas grave, ce n'est plus quelque chose que je considère comme grave aujourd'hui, parce que mon fils, je le vois grandir tous les jours, faire de gros efforts pour trouver sa place, se créer sa place, et croire de plus en plus en lui, parce que d'autres croient en lui, parce que d'autres l'acceptent tel qu'il est. Lorsque vous êtes soutenu, vous êtes plus fort face à tous les défis que vous devez relever au quotidien. Pas seulement quand vous avez un handicap, mais au quotidien, tout le monde a besoin d'être soutenu. Nous avons tous une forme de handicap qui ne dit pas son nom, je pense. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a profondément marquée. Un jour où j'allais justement déposer mon fils, où je suis allée déposer mon fils à l'école, et où j'ai été témoin d'une scène qui m'a beaucoup abattue, une scène de discrimination qui m'a beaucoup abattue, contre laquelle je ne pouvais rien. J'ai repris la route. Après l'avoir déposé, consolé un minimum, j'ai pris la route pour me rendre à mon lieu de travail. Sur le chemin, je m'arrête à un feu et j'attends qu'il passe au vert. Et je pense que je devais être un peu submergée par ma tristesse. Donc j'avais la tête dans une main comme ça. Et à un moment, je regarde vers la droite pour voir si le feu est passé au vert. Et là, je vois un monsieur qui est en train de me regarder. Donc nos regards se croisent et ce monsieur fait... Et il sourit. Ça a changé ma journée. Ça a changé ma journée. 3 gestes, un sourire, pas un mot, mais ça a illuminé ma journée. Ce monsieur-là, à ce moment-là, a fait preuve d'empathie, sans même peut-être le savoir, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin, parce qu'en plus, j'avais une journée très, très tendue. Et si ce monsieur-là n'avait pas aidé à renverser un peu la vapeur, ça aurait été compliqué. Ce monsieur, bien que je ne puisse pas le reconnaître aujourd'hui, je ne l'oublie jamais, parce que par moments, oui, je suis fatiguée, je me sens pas trop bien, un peu déprimée, et je refais ce geste-là, et la plupart du temps, je me rappelle de lui, et tout de suite, je me redresse. Le cerveau est un organe très très complexe, parce que, je dirais pas le cerveau, l'esprit humain, parce que c'est incroyable comment un changement de posture peut influer sur votre humeur tout de suite, en fait. Il y a quelques années encore, j'ai une de mes amies très très proches qui m'a dit une chose qui m'a beaucoup marquée également. Elle m'a dit: Karine, tu sais, nous faisons constamment des choix. Et ces choix sont motivés soit par la peur, soit par l'amour. Et je vous assure, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites cet exercice-là. La prochaine fois que vous serez conscient d'avoir fait un choix, vous verrez que même si ce n'est pas évident, même si la motivation n'est pas évidente tout de suite, en remontant, vous tomberez forcément sur l'amour ou la peur. Je voudrais nous exhorter ce soir à assumer plus souvent notre différence, à accueillir avec plus de bienveillance celle des autres. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui continuent à nous soutenir au quotidien, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans le travail que je fais pour changer les choses dans le domaine de l'autisme et améliorer la prise en charge des personnes autistes. Beaucoup parmi elles pensent qu'elles ne font pas grand-chose, mais elles font énormément, parce que sans elles, je ne serais pas ici ce soir. Je voudrais également remercier quelqu'un de très, très, très important. Je sais que c'est une soirée spécialement femme ce soir, mais il faut absolument que je remercie mon partenaire depuis le début de cette aventure auprès de nos enfants, mon mari, qui est toujours là, qui a toujours son épaule à côté lorsque j'ai envie de pleurer, qui a toujours un sourire moqueur lorsque je suis complètement effondrée, qui m'aide à justement me relever et à dédramatiser tout ce qui est à dédramatiser. Donc, chérie, merci beaucoup. Vive les femmes du Faso. Je n'ai pas fini. Les femmes, oh yeah! Je voudrais finir en disant ceci. À chaque fois que nous faisons le choix de l'amour,
Nous sommes des héros et une inspiration. Je vous remercie.